Trois titres constituent la une de cette édition de l'information de ce 19 novembre 2019 au Cameroun. D'abord, ce mouvement d'humeur observé ce mardi dans les plantations du Haut-Pendia à Njombe dans le département du Mungo. À l'origine, un licenciement abusif de plus de 400 agents de sécurité de cette entreprise. Le personnel licencié s'insurge contre le montant insignifiant représentant les indemnités de bonne séparation et dénonce cette compression arbitraire du personnel décidée par la direction générale de la PHP. Hors de nos frontières, au Niger, Ama Adamou est de retour au pays. L'opposant exilé depuis 2016 en France a pris part aux obsèques de sa mère, décédée en octobre 2019. Désigné par son parti politique, le mouvement démocratique nigérian, à l'élection présidentielle de 2021, Ama Adamou risque une disqualification pour avoir jadis été condamné pour 1 an d'emprisonnement. Et puis en sport, le mouvement olympique camerounais a été honoré récemment par la visite du président du comité international olympique. Il a été reçu par Ahmad Kalkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information. Nous sommes le mardi 19 novembre 2019, édition que nous ouvrons sur les antennes de la télévision du Monde ce soir par ce mouvement d'humeur observé dans les plantations du Haut-Pendia à Njombe dans le département du Mungo. À l'origine, un licenciement abusif de plus de 400 agents de sécurité de cette entreprise. Le personnel licencié s'insurge contre le montant insignifiant représentant les indemnités de bonne séparation et dénonce cette compression arbitraire du personnel décidée par la direction générale de la PHP. Jean-Germain Yedna, Jani Yonta. Mobilisation tous azimuts du personnel des plantations du Haut-Pendia, 6 à l'esplanade de la PHP de Njombe, dans le département du Mungo, région du littoral, licenciés abusivement par la direction générale. Plus de 400 agents de gardiennage de cette entreprise spécialisée dans la production de la banane se sont levés tous comme un seul homme ce mardi 19 novembre 2019 pour dire non à cette compression arbitraire des effectifs et dénoncer des salaires de catéchistes qui leur ont été proposés en guise d'indemnité de bonne séparation. La société PHP a décidé de nous licencier, nous les gardiens PHP. Et comme ils ont décidé de nous licencier, ils ne sont pas en train de payer nos droits tel que cela se doit. Donc nous invitons le gouvernement à mettre l'œil sur cette affaire, de regarder cette chose qui est en train de mal se passer dans ce pays. Nous ne voulons pas la guerre. C'est ça qu'on réclame. Et ils ont nous licenciés sans rien faire. On veut notre paiement net, normal, c'est tout. Ça c'est le point qu'ils ont nous engagé, engagement définitif. C'est ça. Et comme ils ont nous licenciés, il faut que nous payions normalement nos droits. Pas de travail depuis ce mardi à la PHP de Njombe. Le personnel du département sécurité de la filiale camerounaise de cette compagnie fruitière de Marseille en France a bloqué toutes les entrées et sorties de l'entreprise pour réclamer ses droits. Ils sont à 4h, rentrent à 21h. Il y a les pères d'enfants, il y a les mères d'enfants qui rentrent chez eux tard dans la nuit. Et pour finir, à la fin du mois, ils regardent le bulletin, ils ne voient rien de bon. Les 50 000, les salaires. Informé de la grogne, le directeur général des plantations du Haut-Pendia, actuellement hors du pays, a donné instruction au directeur des ressources humaines, à travers une note d'information, de lever cet ordre de licenciement et de demander aux concernés de reprendre du service des instructions à bonne distance de la direction générale qui ne sont pas du goût des grévistes, qui exigent plutôt une rencontre tête-à-tête avec le patron de la PHP. Ce que les Français sont en train de vouloir organiser, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Qu'on me paye nos droits. Mais voilà, on m'a dit d'opérer plus de 4 fois. On a même échoué l'opération. Et maintenant, ils décident de me mettre au quartier. C'est pourquoi j'ai eu. Voyez-vous qu'il y a les gens qui ont fait 20 ans de service. Ils ont décidé de les licencier en leur donnant une somme de
de 500 000 francs. Quelqu'un qui a 34 ans de service, on le licencie, on lui donne une somme de 850 000 francs. Nous ne voulons pas ça. Et non loin de la PHP, ce sont des employés du Centre africain de recherche sur les bananiers plantains de Njombe qui observent également depuis ce mardi un mouvement de protestation pacifique. 29 mois, soit environ 3 années sans salaire. Trop c'est trop pour exprimer leur ras-le-bol. Des grévistes du Carbap ont bloqué la nationale numéro 5 pour attirer l'attention du gouvernement. Restez là-bas où vous êtes. On a faim. On a faim, tout le monde sans salaire. Les enfants ne fréquentent pas. Depuis plus de 2 ans, voire 3 ans. Pour rien. On est en train de rendre une guerre. Pour on a même les bandits, les voleurs, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Hein? Les enfants ne vont pas à l'école. Voilà 3 ans maintenant. Est-ce que c'est normal? Et selon certaines indiscrétions, pour ce qui est de la PHP, la direction envisage se séparer de plus de 400 agents de sécurité pour confier désormais ce département à un sous-traitant. Rendons-nous à présent dans la région du Nord Cameroun pour parler de cette actualité en rapport avec la nouvelle incursion du mouvement djihadiste Boko Haram. Un mort, des maisons pillées, saccagées, des bêtes emportées. C'est le bilan de la récente incursion du mouvement djihadiste dans l'arrondissement de Mokolo. Une nouvelle incursion qui appelle désormais au renforcement du dispositif sécuritaire en faveur des populations. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Adji Gonji. Nouvelle incursion de la nébuleuse islamiste Boko Haram dans la localité de Dagodja, Tourou, village situé à 4 km de Tourou, arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Sanaga, région de l'extrême nord du Cameroun. Une attaque sanglante avec un bilan plutôt lourd, un décès, un jeune de 12 ans à peine, froidement égorgé par ces terroristes, sa maman bastonnée dans un état critique, plusieurs maisons pillées et saccagées et de centaines de bêtes emportées. Le bilan est de 69 maisons pillées. Ils ont égorgé un enfant de 12 ans, le nommé Medje Daniel Lawan. La population est vraiment triste par rapport à cette très mauvaise nouvelle. La nouvelle attaque a laissé dans les mois et la consternation la population de Dagodja qui appelle les autorités à renforcer le dispositif sécuritaire dans cette localité. Nous savons bien que nous sommes très reconnaissants que vraiment l'État pense à nous, mais ça ne suffit pas puisque ces gens-là multiplient les entrées. Donc, et nous avons tant demandé, nous avons tant écrit par rapport à des endroits qu'il faut nécessairement mettre le poste des militaires. Ces endroits, notamment à savoir Galama, il y a aussi Badahal, après Badahal, il y a aussi Tate, et après Tate, il y a aussi Tokhosijim, qu'il faut nécessairement mettre le poste des militaires. Sinon, vraiment, ces gens-là risquent d'arriver jusqu'à Tourou. Depuis la nouvelle attaque des éléments de la secte islamiste et terroriste Boko Haram, les populations de Dagodja sont désemparées et vivent pour la plupart à la belle étoile et dans une peur sans nul autre. Pareil. Parlons à présent de cet élève du lycée bilingue de Bafoussam rural qui séjourne en ce moment dans les cellules de la brigade de gendarmerie de Bafoussam 3e. Chez brillant élève en classe de Form 5, dans cet établissement et son camarade ont tenté d'assassiner leur surveillant général pour avoir confisqué leur téléphone portable. Les précisions dans cet élément. À cette classe samedi, on est venu pour avoir cours de géographie. Avant d'aller à la classe Bavalet, il y avait 2 élèves, 2 nouveaux élèves qui étaient derrière la classe, qui sortaient de l'école de Ngwache. Ils sont venus pour déranger en classe. En faisant comme ça, le surveillant général, M. Tangueya, lui-même venait en classe pour comprendre ce qui ne va pas. Et en faisant comme ça, le prof lui a dit à M. Tangueya que c'était parce que les nouveaux élèves là dérangeaient en classe avec la musique dans le téléphone. C'est ça donc M. Tangueya a dit, fait comprendre qu'il va ramasser le téléphone de toute la classe. Bon, en faisant aussi, il a fuyé la classe, il a pris les téléphones des gens, prendre tous les téléphones des gens. Bon, après avoir pris les téléphones, il a mis le téléphone dans son bureau et fuyé, mais les gens, même dans leur poche, il a fuyé. Après, il a fuyé,
il a pris les 2 nouveaux élèves de Ngouache et dit qu'ils vont aller à la brigade. Après ça, maintenant, et le même samedi, là, on est rentré. On était au bureau de surveillance, on a pu supplier pour le téléphone. Bon, il n'a pas donné. La scène a commencé ainsi. À 14 h, les élèves étaient en classe de forme FAF, en train de déranger avec les téléphones. Mais M. Guéa, le général de cette classe, a compris et est parti en classe les demander d'arrêter de déranger avec le téléphone, puisqu'il troublait le cours avec les téléphones. Et il rentre dans son bureau. À peine 20 minutes, ils reprennent les mêmes scènes. Déranger toujours avec le téléphone de gauche à droite. Il est parti dans la classe maintenant avec le censeur, avec un censeur. Ils m'ont appelé de venir. On voit la scène ensemble. Pendant ce temps, il a demandé aux élèves de donner tous les téléphones qu'ils avaient. Il a récupéré tous les téléphones. Allez garder dans son bureau et les donner les convocations d'appeler leurs parents le lundi. À 17h30, M. Nguéa a fini son travail au plan administratif, puisqu'il était là en train de noter les notes. Et il sort. Je ferme le bloc. Je remonte ici à l'entrée. À peine 30 minutes, je vois 2 gars qui sortent là. Ils courent, ils descendent là. Je veux les poursuivre. Monsieur Nguéa m'appelle encore, laissez-les, viens rapidement vers moi. Je cours vers lui, je le vois. Le sang était en train de saigner sur son cou. J'ai appelé le proviseur, je l'ai allaité. Le proviseur a demandé qu'il aille à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. À 18h30, le proviseur m'appelle, il dit que je suis déjà à l'hôpital avec lui. Dis-moi tellement ce qui s'est passé. Je lui ai relaté ce que je vous ai en train de dire là. En politique, nous parlons à présent des élections municipales et législatives du 9 février 2020 au Cameroun. 55% des places pour les natifs Sawa dans les listes électorales et 90% de places de maires et de députés. Pour ce qui est de la ville de Douala, l'appel est des chefs traditionnels du peuple Sawa. Des précisions contenues dans ce reportage de Frédéric Moutomé et de Patrice Foucault. Le double scrutin municipal et législatif aura lieu au Cameroun le 9 février 2020 prochain, selon la convocation du corps électoral faite par le chef de l'État Paul Biya. Au plus fort de la mobilisation pour ces élections locales, les chefs traditionnels du Vouri montent au créneau et appellent à l'investiture des fils et filles du département du Vouri dans les différentes listes de candidatures en gestation. Le Vouri, mais au-delà toute l'ère culturelle Sawa, qui subit le même sort, ne doit plus se taire. Du département de l'océan dans la région du Sud, à la majorité des départements de la région du Sud-Ouest, en passant par l'ensemble de la région du littoral, nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter. Il est temps de sortir du bois. Les résultats des 2 ou 3 dernières consultations électorales, la présidentielle exclue, font clairement apparaître une marginalisation volontaire des enfants du Vouri par les différents états-majors politiques. Or, les élections de février 2020 arrivent dans un contexte particulièrement pollué par une montée extraordinaire de la haine, de la xénophobie, des velléités hégémoniques. Si en situation plus ou moins normale, les enfants du Vouri se sont vus imposer la dictature du nombre, la dictature des moyens financiers, la dictature des castes, que peut-on attendre de bon dans un contexte encore plus infecté par l'arrogance des uns et le mépris des autres? Au cours d'un point de presse donné à la chefferie de Sodiko à Bonaberi ce lundi, Sa Majesté Ruben Ness et son Bendamboué, chef du village de Sodiko, agissant au nom de l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri et accompagné de ses pairs, a recommandé à toutes les formations politiques confondues à respecter les fils et filles du terroir qui les accueillent et à leur donner la place qui est la leur dans la proportion 55-45%. Aux hommes politiques qui auront la plus lourde responsabilité dans le désordre qui pourrait arriver.
nous disons que l'heure de la vérité est venue. Après les discours, il est temps de passer aux actes. Vous allez investir les candidats dans vos partis respectifs. Le Vouri, par notre voix, vous demande de lui réserver 55% au moins des conseillers municipaux, 90% des postes de maire, à défaut de nous donner les 100%, et au moins la moitié des sièges de députés. Le Vouri doit-il exiger un statut particulier, c'est l'actualité, pour pouvoir reconnaître la part de ses enfants dans son terroir? Nous voulons partager avec les autres. Nous voulons ensemble participer au développement de notre département. Mais que personne ne vienne imposer ici ce qu'il ne peut pas accepter chez lui. En attendant la publication des listes de candidatures au poste de députés et de conseillers municipaux, les gardiens de la tradition du peuple Sawa du Vouri appellent les leaders politiques en course à des concertations préalables. Toutefois, les gardiens de la tradition Sawa du Vouri entendent scruter liste par liste et par formation politique. Question de voir le parti qui s'engage ainsi à la sauvegarde des intérêts des peuples natifs. Rendez-vous a donc été pris en décembre prochain pour une autre sortie des chefs traditionnels Sawa du Vouri avec certainement de nouvelles consignes et recommandations. À moins d'une semaine de la date butoir du dépôt des dossiers de candidature relative à cette élection municipale et législative annoncée au Cameroun, les différents candidats potentiels dans le chef-lieu du département du Mungo dénoncent des vices de procédure. L'administration, elle, soutient que toutes les mesures ont été prises pour assurer la délivrance des différents documents exigés. Reportage. Dans les couloirs des services publics, un Konsamba dans le Mungo, ça grouille de monde, ça cravache. Les potentiels postulants aux élections municipales et législatives sont sur tous les fronts. La date butoir du dépôt des dossiers de candidature est fixée pour le 25 novembre 2019. Un vrai chemin de croix pour ces candidats potentiels. Depuis qu'il y a aux impôts, il y a l'affluence que ça ne va pas. Nous sommes là depuis hier à 8 h du matin. Jusqu'à ce matin, nous ne sommes pas servis. Pourquoi? Le chef de centre ne nous reçoit pas. Si du côté de l'administration, on soutient avoir mis tout en œuvre pour faciliter l'obtention des précieux sésames, certains impétrants potentiels dénoncent des vices de procédure et l'absence de certains magistrats municipaux en fonction, ce qui ne facilite pas toujours la signature de certaines pièces exigées pour concourir au double scrutin du 9 février 2020. C'est très dur, hein? C'est très dur. L'établissement des dossiers se complique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sérénité dans les choses. Au moment où nous sommes venus, on était vraiment... C'est-à-dire que notre psychologie était tellement... Comment on appelle ça? Oh! Parce que ce qu'on nous demandait de payer, bon, on ne comprenait pas. Par exemple, moi, quand je viens, je sais que je suis un enseignant. Je postule au municipal. Je viens demander la non-redevance. Moi, on me coupe déjà à l'avance. Mais au lieu de voir que je suis d'abord un fonctionnaire et qu'on me coupe déjà les impôts à l'avance, ce que le représentant de l'État doit faire au niveau des impôts, c'est de me donner la non-redevance. Mais on va encore chercher, est-ce que tu as une maison, est-ce que tu es ainsi de suite, locataire. Si tu es locataire, on te dit contrat de bail, il faut payer le contrat de bail. Moi, je paye déjà ma location. Donc, toutes ces complications-là, au point que ça tend à vous faire décourager. Et on dit que le directeur général des impôts a écrit depuis le 14 en disant que c'est sous simple demande et que la demande est timbrée, mais et que la non-redevance est gratuite. Mais on nous fait mettre le timbre sur la norme. Pour vous, il y a vice de forme alors. Bon, il y a vice de... On ne comprend rien. Même en dépit d'un climat peu favorable, sous le ciel du chef-lieu du département du Mungo, ces candidats potentiels aux élections municipales et législatives au Cameroun semblent déterminés à aller jusqu'au bout pour être éligibles aux consultations électorales annoncées. Les 10 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, sont en quête de ressources financières pour mieux assurer la gestion durable des forêts et lutter contre le réchauffement climatique. Des problématiques qui étaient au cœur d'une concertation ouverte à Douala sous la présidence du président en exercice de la COMIFAC,
Jules Doré-Ndongo. Détail, Zobel Apollinaire Ban, Patrice Foucault. Après le rapport présenté lors de la 10e session ordinaire du Conseil des ministres de la Comifac, l'Afrique centrale n'a pu capter que 11,5% des financements internationaux au cours des 10 dernières années, loin derrière l'Asie du Sud-Est et l'Amazonie qui ont reçu respectivement 34 et 54%. Ce faible taux de mobilisation financière est la conséquence de plusieurs goulots d'étranglement auxquels il faudrait apporter des solutions. Un atelier comme celui qui s'ouvre ce jour est un atelier de renforcement de capacité qui nous permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile à divers fonds, fonds vert climat, fonds des Nations Unies, fonds d'adaptation, ainsi de suite. Ils sont nombreux et donc nous devions pouvoir sortir de là avec un certain nombre d'instruments. Déjà de se mettre ensemble et de ne pas aller tout seul à la recherche de ces financements, c'est encore mieux et c'est pour ça que c'est un dossier Comifac. Le secrétariat exécutif de la Comifac, conscient de la lourde tâche, a sollicité le soutien des organismes internationaux pour l'accompagner dans la mobilisation des fonds destinés à la gestion durable des forêts et à la lutte contre les changements climatiques. Il y a beaucoup de financements qui sont disponibles pour l'Afrique centrale au niveau international. Le problème, c'est que le bassin du Congo dans son ensemble a du mal à mobiliser ces fonds. Alors cette Task Force Finance vise à aider les pays d'Afrique centrale justement à mobiliser ces fonds à travers le renforcement de capacité, l'identification de synergies pour que la sous-région puisse rattraper son retard en matière de mobilisation pour la gestion durable des forêts dans la sous-région. L'objectif principal des assises de Douala est de renforcer les capacités d'experts nationaux à développer et formuler un projet de programme bancable sur la gestion durable des forêts et la lutte contre les changements climatiques. Alain Bikoko, sous-préfet de l'arrondissement de Melan, a entamé une tournée de 3 jours dans son ressort de commandement. L'occasion pour le chef de terre de toucher du doigt les réalités des services issus de sa zone de compétence. Praxès de Toulouse, Château-en-Vallon. Alain Blaise Biko, sous-préfet de l'arrondissement de Melan, à peine 2 semaines installé à la tête de ce grand arrondissement, a entamé depuis 3 jours la tournée de prise de contact dans les services publics de son unité de commandement. À chaque étape, le nouveau patron de l'arrondissement de Melan n'a pas manqué de recevoir les difficultés qu'éprouvent ses collaborateurs dans les différents services. Des difficultés qui seront transmises très vite à la hiérarchie. Les impressions sont positives, en ce sens que nous avons trouvé des places, sur place des responsables davantage engagés dans la tâche, les tâches qui leur sont confiées. Et nous avons la ferme conviction qu'avec ce premier tour que nous avons effectué, ils seront davantage boostés et à même de poursuivre les activités qui sont les leurs. Après quelques étapes, le sous-préfet de Melan n'a pas manqué de livrer ses impressions qui s'avèrent sereines. C'est avec beaucoup d'ambiance qu'il a entamé cette tournée de prise de contact avec ses services. Son calendrier s'étendra jusqu'à lundi prochain. Hors de nos frontières, à présent au Niger, Ama Damou est de retour dans le pays. L'opposant, exilé depuis 2016, en France, a pris part aux obsèques de sa mère décédée en octobre 2019. Désigné par sa formation politique, le mouvement démocratique nigérian à l'élection présidentielle de 2021, Ama Damou risque pourtant une disqualification pour avoir été jadis condamné à 1 an de prison. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Ama Amadou est de retour au Niger. Exilé depuis 2016 en France, l'opposant nigérien a dû revenir pour participer aux obsèques de sa mère, décédée en octobre 2019. Son retour s'est déroulé avec une présence massive des militants de son parti, le mouvement démocratique nigérien. Son Excellence Ama Amadou est rentré pour saluer la mémoire de sa défunte mère et pour participer activement, autant que faire se peut,
à la vie de la nation. Désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 par son parti, Ama Amadou risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans l'affaire de trafic de bébés. Son retour intervient en pleine reprise du dialogue politique entre pouvoir et opposition en vue des élections générales de 2020 et 2021. Hama a promis à ses militants et sympathisants qu'il sera candidat aux élections de 2021. Il se dit un peu partout que Hama Amadou sera bientôt mis en prison dès qu'il aura fini son deuil de 2-3 jours, ce qui laisse penser que le régime reste sur sa même position. L'un des principaux problèmes qui se posent entre l'opposition et la majorité, c'est autour de l'article 8. Et c'est l'article 8 qui empêche Hama Amadou d'être candidat, puisque l'article 8 dit que tout celui qui est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Ama Amadou, 69 ans, également ex-premier ministre, était arrivé 2e à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne, étant emprisonné. Après le premier tour, il avait été évacué d'urgence de sa cellule pour recevoir des soins médicaux en France. En sport à présent, le mouvement olympique camerounais a été honoré récemment par la visite du président du comité international olympique. Il a été reçu par Ama Kalkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Les détails de Zobel Apollinaire Ban et d'Elvis Mouy. Il a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Dès son arrivée au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le président du CIO a été accueilli de la plus belle des manières. La cérémonie, qui a mobilisé un important parterre d'invités, a permis au Cameroun de revisiter une coopération de longue date dont les fruits sont déjà visibles sur le terrain. La relation forte que le Cameroun a toujours entretenue avec le Comité international olympique, dont il est devenu membre le 25 mai 1963. L'assiduité et la fidélité du Comité national olympique et sportif du Cameroun vis-à-vis du CIO ont rendu possible la promotion de 3 de nos compatriotes au sein de cette auguste instance en qualité de membres. Il s'agit respectivement du professeur René Somba, de regrettée mémoire, de M. Issa Hayatou, aujourd'hui membre honoraire, et de Mme Odette Asembe Ngoulou, récemment élue membre du CIO. La cérémonie a été ponctuée par une série d'allocutions et un échange fructueux dans une atmosphère de fête. Sur le plan de sport d'élite, avec les grands athlètes camerounais qui sont les meilleurs ambassadeurs de votre pays, et qui représente le Cameroun dans une manière extraordinaire. Tout en étant ravi de l'accueil à lui réservé, le président du CIO a félicité les athlètes camerounais déjà qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et a émis le vœu que le drapeau camerounais soit toujours porté plus haut lors des rendez-vous importants. Et c'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.